Qui s'excuse à part la France? Vous avez entendu, vous, les Algériens s'excuser de quelque chose? Vous avez entendu, vous, les Maliens s'excuser de ce qu'ils sont en train de faire avec leur armée au nord du Mali? Non, effectivement, il vaut mieux s'excuser, mais on va s'excuser une fois. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme résultat depuis cette grande repentance permanente? Rien. Ces dernières années, sur fond de sentiments anti-français et de ressentiment post-colonial, l'armée française a été progressivement chassée des pays du Sahel dans lesquels elle était implantée depuis le début des opérations Serval et Barkhane, visant à repousser les djihadistes et protéger les populations locales. Que reste-t-il aujourd'hui de la présence militaire française en Afrique francophone? La France a dû partir, on le sait, donc le Mali, le Niger, Burkina Faso et puis même le Sénégal. Elle se veut plus discrète, donc autrefois on avait des grosses bases, la plus grosse était Gao, au Mali, au moment des opérations Serval-Barkhane. Petit à petit on a dû quitter ces pays. La France s'est réorganisée sur le plan militaire avec des structures plus légères, des opérations militaires qui sont envoyées cas par cas. On l'a vu notamment au Bénin quand il y a eu une tentative de coup d'État de l'ancien président Patrice Talon qui vient de se retirer. On voit aujourd'hui, notamment en Côte d'Ivoire aussi, on a eu pendant très longtemps une présence très forte, une volonté française d'être à la fois présent quand on a besoin d'elle, et en même temps plus discrète pour ne pas attiser ce sentiment anti-français qu'on a vu se développer dans les années 2017 jusqu'à aujourd'hui, notamment après les échecs militaires des paramilitaires de Wagner, Afrika Korps, notamment au Mali. À vous lire, les responsables de la fabrique de l'opinion hostile à la France en Afrique sont très nombreux, bien au-delà de la présence militaire sur place. Journalistes et médias français insoumis, historiens des coloniaux, néo-spécialistes opportunistes ou encore corps diplomatique décalé. Pouvez-vous expliquer ces accusations et détailler leur rôle dans cette grande repentance? J'étais correspondant pour France 24 au Mali, mais après j'ai été aussi beaucoup grand reporter indépendant pour divers médias de l'audiovisuel public. Et j'ai pu constater souvent un petit peu la différence de réalité entre ce qui était dit à Paris et la réalité donc terrain, notamment au moment fort des premières manifestations hostiles à la France. Du côté des RFI, on entendait qu'il y avait un mouvement anti-français au Mali. Or, c'était pas vrai, c'était pas 500 personnes dans les rues avec 3 pétards et 2 drapeaux pro-russes, par exemple, qui faisaient, je dirais, l'opinion générale. Soudain, on en faisait l'opinion générale, justement, d'un micro-événement. Il y avait aussi cette volonté de la part des journalistes français qui, pour la plupart, pour avoir bien côtoyé RFI ou France 24, quand même, dans les services Afrique, étaient totalement noyautés par des gens de gauche, voire d'extrême gauche, qui avaient même participé à la création du Média, qui est un média pro-Mélenchon, d'extrême gauche, et qui se retrouvaient rédacteurs en chef, adjoints du service Afrique d'RFI. Moi, ça me gênait beaucoup, parce que c'était une vision, évidemment, souvent très déconstructiviste, donc souvent avec un prisme assez critique de la France dans son histoire en général, quoi que fassent les Français, et les soldats français notamment, critiques. On l'a vu notamment lors d'un bombardement d'une localité qui s'appelait Bounti. Ça n'a pas toujours été prouvé d'ailleurs, il y a eu des enquêtes de l'ONU, mais tout ça est remis en question par les états-majors. Donc c'était une volonté, je trouvais, un petit peu de décourager les opérations françaises militaires sur le terrain. Il y a énormément de journalistes, d'écrivains qui se sont mis dans cette faille et qui ont commencé à faire tout un nombre de livres sur la France-Afrique, etc. Je pense qu'il y avait une forme d'opportunisme, de paresse intellectuelle de la part de beaucoup de journalistes. Et c'était plus facile, finalement, de critiquer ce que faisait la France que de lui rendre hommage, notamment à ces militaires qui essayaient, pour la plupart, je les ai côtoyés, qui essayaient justement de se battre contre un ennemi commun qui était les terroristes. À force de dire, je vous dis, tous les 4 matins, que la France ne fait que des bavures, ou les soldats français font des bavures, souvent de manière un petit peu irresponsable, d'ailleurs, pour avoir travaillé dans des rédactions comme celle de TV5 Monde, on en faisait vraiment des choux gras. Or, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'en parlais quand même à des rédacteurs en chef, à des derniers, en disant, faites attention, vous avez quand même des Français en Afrique, vous avez des gens qui vont se prendre demain des coups parce que vous mettez en danger des Français qui vivent à l'étranger. Moi, je ne comprends pas qu'au niveau des directions des services audiovisuels publics, on ait des gens qui laissent faire, en fait, et, des reportages autant à charge sur les opérations militaires françaises. On n'est pas obligé de tomber dans la propagande, je dirais, à la Russia Today. On n'est pas une télé d'État, ok, mais enfin, il y a quand même un minimum, une vision qui était finalement hyper progressiste de l'Afrique, avec, c'est le titre de mon livre, cette vision très repentante. Or, dans cette histoire en commun, même durant la colonisation, il y a eu un certain nombre de choses positives, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Ça ne fait pas de moi un colonialiste, ou un colon, ou un néocolon. C'est simplement qu'il faut regarder l'histoire avec un peu de retenue, et pas être dans une diabolisation comme ça du passé. Et pour preuve, j'ai une grande tante qui était une femme féministe et qui a créé, à l'époque coloniale, les premières écoles africaines pour femmes africaines. Et bien, cette femme-là, elle venait de Bretagne, elle a été une visionnaire, et de son école sont sorties les élites féminines
féminines et féministes africaines qui, dans les indépendances, sont même devenues des ministres, parce qu'elles avaient un cursus scolaire que n'avaient pas les autres. C'est aussi ça, la France en Afrique. C'est pas que une tache sombre avec des hommes avec un casque blanc et des fouets. Selon un sondage Ipsos de mai 2026 réalisé dans 9 pays africains, une majorité d'Africains conservent une bonne image de la France. Mais la perception est plus favorable dans les pays non francophones que francophones. De quand date ce basculement de l'opinion ? Les manifestations anti-françaises que nous avons observées ces dernières années ne seraient donc qu'anecdotiques ? Je suis arrivé dans les années 2000 en Afrique, j'allais au Mali, au Sénégal, on me disait « Vive la France ». J'allais parler avec un vieux soldat tirailleur, il me dit « Ah, la France, mon pays ». C'était d'abord la fierté d'avoir été français, la fierté d'avoir été même sous un régime colonial. Désolé, mais c'était la réalité. Même les jeunes à l'époque, il n'y avait pas ce ressentiment qu'on a pu sentir depuis quelques années. Or, depuis 10 ans, on n'entend que ça. Sur RFI, il n'y a pas un jour où il ne se passe pas une émission sur les horreurs de la colonisation française au Cameroun. J'écoutais ça encore il y a quelques jours. Mais c'est aussi une volonté politique. Le président Macron est dans une espèce de repentance permanente où on voit bien que finalement, même si de temps en temps il gronde un peu, parce qu'il a ce côté paternaliste, il est toujours en train de s'auto-flageller de tout ce qu'a fait la France dans le monde. Donc on a créé ce sentiment hostile, nous, depuis Paris, avec nos intellectuels, nos centres culturels français. Quand vous rentrez dans un centre culturel français, que ce soit à Dakar, Bamako ou Niamey autrefois, c'était que des spectacles. Si vous vouliez faire un spectacle de danse, il fallait que dedans il y ait de l'esclavage ou l'histoire du pauvre migrant qui traverse la Méditerranée qui est mal reçu par les Français. Vous allez dans une librairie à Dakar, il n'y a que des livres de monsieur Pascal Blanchard qui nous répète tous les 4 matins sur les chaînes de télé publique la France, c'est le pays qui a fait les foires aux zoos humains, etc. Enfin, vous savez qu'en Afrique, on écoute RFI, on regarde France 24, de moins en moins, parce qu'ils nous ont coupé, le sifflet dans quelques pays. Mais quand même, ce sont des pays francophones où, en général, on écoute, on regarde la France. Qu'en est-il de la propagande russe anti-française à l'œuvre dans les pays francophones ? L'a-t-on surestimé pour gommer nos propres responsabilités dans le rejet africain de la présence française ? En fait, l'armée française a fait plutôt du bon boulot au Mali, et même au Sahel. Elle a réussi à retenir tant bien que mal, presque seule, parce que les Européens ne nous ont pas tellement aidés, avec 3-4 000 hommes en tout dans tout le Sahel, mais 1500 au Mali, des djihadistes venus de partout. Vous aviez AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, des mouvements djihadistes locaux, le JNIM, l'État islamique au Grand Sahara, etc. Donc l'ennemi avait plusieurs visages, dans un pays complètement corrompu, complètement pauvre, avec des gens qui se retournent vers celui qui va leur donner un petit peu d'argent pour pouvoir survivre. Je pense qu'à un moment où les soldats français ont commencé un petit peu à piétiner, aux alentours de 2015-2016, après la grande victoire de Serval, souvenez-vous, Hollande, cette espèce de gloriole qui n'a pas duré longtemps, mais qui était vrai, les Français avaient fait du bon boulot, avec en plus des armées africaines, les Tchadiens, les Maliens. Eh bien, il y a eu un petit déclin d'image qui a été récupéré, ne nous leurrons pas, par la propagande russe, qui s'en est un petit peu servi pour nous pousser un petit peu plus vers la sortie. C'est un jeu, je dirais, qui... Voilà, tout le monde fait ça, hein. Je veux dire, les Américains font la même chose. La France s'est retrouvée mise à l'écart dans les années, au tournant des années 2016-2017, quand on est tombé dans l'espèce de guerre d'usure et qu'on avait l'impression que les résultats étaient trop longs et que, je vous dis, cette propagande venue de Paris, très critique de la France et de ses opérations militaires, a commencé à devenir un courant, une opinion, à prendre dans l'opinion africaine. Les autres s'en sont servis. Les Chinois aussi, il n'y a pas que les Russes. Les Américains s'en serviront quand ça les arrangera. Vous ne croyez pas que M. Kagame il s'en est pas mal servi de cette repentance permanente? Mais il ne fait que ça. Tous les chefs d'État africains aujourd'hui ne font que ça, puisque c'est la seule chose qu'on est capable de donner. Ils l'utilisent en se moquant de nous, en nous piétinant, en faisant de nous un petit État, une petite puissance. Et puis, il faut rappeler aussi qu'on accuse toujours la France de tout, d'avoir semé la pagaille. Mais la France, elle a protégé des ethnies en Afrique, même à l'époque coloniale. Par exemple, au Mali, je sais que les Maliens n'aiment pas entendre ça, mais au Mali, si les Français n'avaient pas été là, mais ça aurait été des pogroms de tout, de Touaregs, de beaucoup d'ethnies qui n'étaient pas protégées. Les choses sont complexes en Afrique. Au-delà des problèmes religieux et de fanatisme religieux, il y a aussi des problèmes ethniques. Or, la France, parfois, elle a un petit peu protégé les ethnies minoritaires contre certaines exactions. Je pense qu'en plus, la France reviendra en Afrique, elle revient déjà. C'est pas le pire des alliés pour les Africains. Je crois en plus qu'il y a une vraie compréhension entre la France et l'Afrique. On a évidemment aussi ce lien par nos diasporas, les diasporas africaines en France, qui ont créé quand même un lien incroyable avec ce continent, en bien et en mal d'ailleurs, parce que ça crée aussi des problèmes, on le sait. Il faudra un jour régler aussi nos problèmes d'immigration. Et c'est en parlant avec nos amis africains que peut-être on arrivera un jour à stabiliser une région, à redonner envie aux jeunes de construire chez eux, de construire des États,
plutôt que de leur faire vendre sur nos chaînes de télé un faux rêve de Paris Saint-Germain ou de stars du rap. Jeudi 21 mai, au moins 25 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques par des djihadistes dans des villages du centre du Mali. Et plus de 70 personnes sont mortes il y a 2 semaines dans la même région. Les groupes djihadistes sèment la terreur dans le pays depuis plusieurs mois où les paramilitaires russes ne parviennent pas à contrer les attaques. Comment la situation évolue-t-elle à Bamako et quels sont les risques à long terme? Ils sont très inquiets parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout essayé. Ils ont essayé la France, ils ont essayé les Russes, ça ne marche pas. Et ils ont en face d'eux un ennemi qui est multicolore, qui est diffus dans la société, qui avance justement par les faiblesses de leurs armées respectives. Beaucoup d'inquiétudes et en même temps un espoir que finalement ce moment qu'est en train de vivre le Sahel sera peut-être qu'un passage vers quelque chose de plus positif après. Il y a toujours une forme d'espoir en Afrique. Quand on a vécu au Mali, on se rend bien compte, c'est facile, c'est banal, c'est très cliché, mais que les gens vivent au présent, ils vivent au quotidien. Donc ils sont inquiets, mais tant qu'ils peuvent manger, tant qu'ils peuvent aller au marché, tant qu'ils peuvent faire encore leur petite musique, peut-être même boire une petite bière de temps en temps, ça va. Le danger, c'est qu'effectivement, ils revivent ce qu'ils ont vécu en 2012, quand l'État islamique, quand les groupements djihadistes, le Moudjahou et compagnie, s'étaient installés au nord du Mali et qu'on avait vu les mains coupées, la charia sur la place du village, les femmes battues, les gris-gris jetés, parce qu'il faut comprendre que le Mali, c'est pas un pays musulman. Le Mali, c'est d'abord un pays d'animisme. C'est très très présent dans la société malienne, en plus de l'islam, mais aussi il y a des chrétiens. On l'oublie souvent, mais il y a aussi des chrétiens. C'est drôle parce que quand on voit l'image que les Français ont sans doute de l'Afrique de l'Ouest, c'est une grande région musulmane. C'est pas vrai. Au Tchad, vous avez 45% de chrétiens. Et au Nigeria, c'est pareil. Ce sont des pays avec beaucoup d'ethnies différentes. Quand je regarde RFI et France 24, j'ai l'impression que maintenant, les djihadistes, ça y est, sont à Bamako. Ils ont gagné la guerre, il va falloir faire avec eux. On a l'impression que même, on s'est préparé au Quai d'Orsay pour que le drapeau noir soit planté à Bamako et qu'on fasse avec ces gens-là. Un petit peu comme on a fait d'ailleurs en Afghanistan. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Plutôt que de critiquer tout le temps la junte, peut-être essayer de tendre des ponts, essayer de retendre des liens pour essayer de trouver d'autres solutions que cette solution, la solution du pire en fait. Comme si tous les Maliens avaient envie, demain, les femmes avaient envie de mettre la burqa dans un pays où moi j'ai connu les femmes, elles se baignaient nues dans le fleuve Niger. J'ai connu les gens, ils chantaient. Ça sera bientôt interdit, c'est ça qu'on veut dans un pays comme ça. C'est un pays de culture, le Mali, un grand pays de culture. Je suis sûr qu'un Français sur 2 connaît une chanson malienne à travers Salif Keïta, etc. Et alors, oui, on va vous faire croire que ceux qui veulent le pouvoir, les djihadistes, là, sont bon teint, qui vont faire avec les opposants locaux. Mais enfin, arrêtez, on sait ce que c'est que la charia. La charia, c'est des droits en moins pour les femmes, c'est une justice complètement extrémiste, radicale. Le Mali essaye de défendre tant bien que mal cette vague terroriste. Malheureusement, je trouve que les Touaregs ne devraient pas se rapprocher tant que ça des djihadistes, même s'il y a des liens avec leurs frères, parce qu'on sait très bien que Agrali, qui est le grand djihadiste local, est un Touareg d'origine. Donc il y a un vrai souci, une vraie menace djihadiste sur Bamako. Quoi qu'en disent les autorités maliennes, très patriotes et extrêmement propagandistes. Je pense qu'il y a de grosses inquiétudes, pas seulement à Bamako, mais dans les capitales autour, parce qu'elles sont toutes liées d'abord au service des paramilitaires russes, qui en plus ont presque dit qu'ils allaient peut-être partir. C'est vrai que M. Poutine a quand même une guerre en Ukraine qui est peut-être plus importante que ce qui se passe actuellement au Sahel. Début mai, un sommet franco-africain a été organisé pour la première fois dans un pays anglophone, au Kenya. Quels enseignements peut-on tirer de la participation d'Emmanuel Macron, qui a affirmé que l'époque du précaré de la France en Afrique francophone était terminée? C'est du blabla. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse un sommet en Afrique anglophone. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien. Je veux dire, depuis le temps que, personnellement, je le disais, je le pensais, même quand je travaillais à Jeune Afrique, je me disais, mais pourquoi on fait tout le temps que des sujets sur l'Afrique francophone? Parce que c'est nos lecteurs. Bah oui, mais enfin bon, l'Afrique ne se résume pas à cette partie de l'Afrique. Donc tant mieux pour M. Macron. Le problème, c'est qu'il est toujours dans du en même temps. Donc c'est des éléments de langage qu'ils ont tous au Quai d'Orsay. On a parlé de 23 milliards, je crois, d'euros d'investissement. Enfin, c'est des sociétés françaises qui vont investir, quelques sociétés africaines, mais l'État français, il n'investit plus rien en Afrique. On n'est plus présent. Aussi à cause de ça, de cet en même temps. Donc d'un côté, c'est fini, on ne vous parle plus comme avant, vous n'êtes plus des enfants, blablabla. Et puis de l'autre, encore cette espèce de repentance permanente,
etc. Peut-être ce qu'il faudrait commencer par dire, c'est on est là aussi pour nos intérêts économiques. Arrêtons de mentir, arrêtons de vendre des pseudo-droits de l'homme, des pseudo-manières d'être, postures intellectuelles. Essayons d'abord de vendre nos entreprises, mais vraiment, quoi. Pas toujours en disant, mais on est là, mais sans être là, excusez-nous d'être ici. N'est-ce pas louable de vouloir s'excuser pour ses fautes? Aurait-il fallu s'y prendre autrement? La France n'a pas tout réussi, je ne suis pas un béni oui-oui de l'histoire française en Afrique, mais je pense qu'il y a eu un courant de pensée de la bien-pensance qui s'est imposé sur le reste. Les provocateurs deviennent des victimes et ceux qui essayent de faire régner l'ordre deviennent les méchants. J'ai vécu dans beaucoup de pays dans le monde, notamment au Venezuela, et je peux vous dire que dans le monde, la France est regardée comme le pays des droits de l'homme, comme une terre où il fait bon vivre. Or, quand on est en France, on a l'impression par ces médias-là que tout ce qu'on fait est mauvais. La France, c'est aussi les droits de l'homme, et pas que ça, c'est des rencontres entre les peuples. C'est pas de nazisme, la colonisation, c'est un fait de l'histoire. Or, la colonisation ne remonte pas à la France. On sait très bien que si on remonte à l'Antiquité, il y avait déjà de la colonisation. D'ailleurs, il y a eu des colonisations arabes, turques, il y a eu des colonisations africaines entre elles. Bon, qu'on arrête de mettre le doigt que sur une d'entre elles, qui est la colonisation française. Qui s'excuse à part la France? Vous avez entendu, vous, les Algériens s'excuser de quelque chose? Vous avez entendu, vous, les Maliens s'excuser de ce qu'ils sont en train de faire avec leur armée au nord du Mali? Non, personne ne s'excuse. Trump, il s'excuse de rien. Personne ne s'excuse. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Effectivement, il vaut mieux s'excuser, mais on va s'excuser une fois. Pas tous les déplacements de M. Macron, on a une excuse. Ça n'arrête pas, en fait. Quand il était dans sa tournée africaine, il a envoyé sa ministre des anciens combattants s'excuser encore de la colonisation en Algérie, en plein moment d'une crise diplomatique où on sait très bien que de toutes les manières, il se moque de nous, le régime d'Alger, et que plus on en fait, et plus il se moque de nous. Donc en plus, on va vers un... Finalement, on n'arrive à rien. Enfin, qu'est-ce qu'on a récupéré comme résultat depuis cette grande repentance permanente? Rien. Absolument rien. Je n'ai pas vu une diplomatie qui a évolué dans le sens positif. Au contraire, j'ai même eu l'impression qu'on se moquait de plus en plus de la France. Vous arrive-t-il de discuter avec des Africains francophones au Sahel qui regrettent sincèrement la présence française? Honnêtement, moi, quand j'étais dans certains villages de l'Est du Mali, les gens étaient contents de voir les militaires français parce que ça les protégeait des djihadistes, parce que ça les protégeait des exactions des militaires maliens. J'ai vu 3 banderoles à Bamako, d'autres à Niamey, 4 cailloux lancés, 3 drapeaux russes, voilà. Ça fonctionne un peu, ça fait de l'image. Alors tout de suite, vous avez les chaînes françaises qui viennent faire du gros plan sur ces gars-là. La réalité, elle était que quand vous étiez en dehors de Bamako, il y avait plein de gens qui voulaient que la France reste. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui avait un petit bar, un petit hôtel à Ségou. Il me dit, mais François, je pleure, j'ai dû quitter mon hôtel parce que les Français sont partis. Parce qu'avant, ça fonctionnait, ça marchait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne. On a peur de tout. Demain, je vais me faire assassiner par les djihadistes, voire même, je ne sais pas, par ceux qui vont arriver. Et donc, on est parti pour laisser ça. Moi, je pense que les Français ont dû rester, peut-être de manière différente, peut-être moins présents. Mais oui, je pense qu'on n'avait pas fini le boulot et qu'il fallait continuer d'appuyer ces armées locales pour essayer de développer ce pays et développer les écoles. Il n'y a plus d'écoles dans le nord du Mali, il n'y a plus rien, plus personne va à l'école, sauf à l'école coranique, payée par les États du Golfe. Et heureusement, je vous le dis, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la vraie vie, en Afrique, et qui essayent de lever leur pays vers le haut. Il y en a plein qui ont fait des études aux États-Unis, pourquoi pas à Moscou d'ailleurs, pourquoi pas en Chine, on s'en fout en fait. Le principal, c'est que ces gens-là reviennent dans leur pays et essayent de développer ce pays. Il y en a beaucoup en fait, et ils n'ont pas ce discours-là, parce qu'en général, ils n'ont même pas le temps en fait de perdre leur temps sur ce questionnement de pseudo-intello parisiens qui se sont fait plein de fric en plus avec cette manne de la rente mémorielle. Stop quoi, ça n'intéresse que les Français, ça n'intéresse que les Franco-Africains, ça n'intéresse pas les Africains.